Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série Air of the Night. Attention aux spoilers, soyez prudents. L'histoire suit l'héritier qui, après avoir découvert ses pouvoirs, se retrouve plongé dans un monde rempli de vampires et de rivalités entre clans. Alors qu'il tente de naviguer dans les intrigues politiques et de maîtriser ses nouvelles capacités, il croise des alliés inattendus et des ennemis redoutables, notamment des vampires assoiffés de pouvoir. Préparez-vous à suivre un voyage captivant, où l'héritage et le destin se confrontent dans un univers mystérieux et dangereux, peuplé de créatures nocturnes. Le drame commence en 1889, dans un monde où les vampires existent. Il y a 13 rubis rouges, chacun doté d'un super pouvoir unique. Cependant, la plupart de ces rubis ont disparu lors d'une guerre de clans de vampires. Il n'en reste que quelques-uns, protégés par différents clans de vampires. L'un de ces rubis était entre les mains de la grand-mère de la jeune Alisa, membre d'un clan de vampires allemands. Ce clan Vamala, qui se nourrissait de sang, vivait incognito dans une petite ville, se confinant dans leur minuscule chambre, s'aventurant rarement à l'extérieur. Chaque fois qu'un petit oiseau volait, Alisa était ravie. Incapable de supporter plus longtemps son existence de cage, elle ouvrit la fenêtre pendant que son père était absent. Son frère essaya de l'arrêter, mais Alisa était déterminée. Elle grimpa sur le toit, saluant avec enthousiasme les enfants dans la rue en contrebas alors qu'elle traversait le ciel nocturne. Surpris par un garçon humain tenant un livre d'un auteur qu'elle admirait, Alisa entama une conversation agréable avec lui. Cependant, lorsque le garçon lui prit la main, Alisa ne put empêcher ses crocs non brossés de se montrer. Elle se détourna rapidement, faisant semblant d'avoir mal aux dents. Le garçon entra à l'intérieur pour chercher des médicaments, mais Alisa saisit l'occasion pour fuir pour sa vie de vampire. Courant à travers le brouillard, Alisa sauta dans une rue animée et ramassa une belle orange sanguine, sans savoir qu'elle devait la payer. Le propriétaire du stand l'attrapa et Alisa montra instinctivement ses crocs d'une manière menaçante. Réalisant qu'elle était un vampire, le propriétaire du stand cria à l'aide. Alisa s'enfuit en courant, poursuivie par quelqu'un brandissant une croix. Elle n'eut d'autre choix que d'escalader un mur pour rentrer chez elle, révélant par inadvertance l'emplacement de toute sa famille. S'excusant frénétiquement, le père d'Alisa regarda par la fenêtre pour voir une foule se rassembler. Il alla réveiller leur grand-mère de son cercueil, qui sentit instantanément les odeurs familières d'argent et d'ail. Les Masques Rouges, un groupe de chasseurs de vampires, étaient arrivés. Le frère d'Alisa la retint, s'interrogeant sur son intérêt pour le monde extérieur. Réticente à révéler la vérité, Alisa fut poussée à placer la main de son frère sur sa poitrine, révélant un battement de cœur humain. À ce moment-là, leur père aperçut Calvina en bas, qui est une redoutable chasseuse de vampires déterminée à détruire tous les vampires. La situation devenant désastreuse, la grand-mère d'Alisa activa le rubis rouge, envoyant un signal de détresse au chef des clans de vampires. Elle alluma ensuite les rideaux avec un candélabre, exhortant la famille à s'échapper. Cependant, à mi-chemin, Alisa sentit une palpitation cardiaque soudaine. Sa main droite brillait, et des visions d'un aîné se réveillant d'un cercueil dans une montagne isolée traversèrent son esprit. Il marmonna que des étincelles se réveillaient. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, les Masques Rouges firent irruption. Alisa se précipita à l'étage pour se cacher dans un coin. Les chasseurs de vampires firent irruption dans la maison et ramassèrent un portrait de famille. Il s'avéra que l'homme qu'Alisa pensait être son père était en fait Andric, un vampire de l'ombre et le gardien de la famille d'Alisa. On disait que les parents biologiques d'Alisa s'étaient dirigés vers la lumière du soleil et avaient mis fin à leur jour. Alors que Calvina était sur le point de découvrir Alisa, ses subordonnés rapportèrent avoir trouvé un passage secret. Calvina appela immédiatement tout le monde en bas. Pensant que tout le monde était parti, Alisa était sur le point de sortir lorsqu'elle rencontra un homme barbu. Elle se précipita dans la chambre mansardée mais fut rattrapée par l'homme barbu, qui lui tendit un couteau. Alisa mentit, prétendant qu'elle était humaine et qu'elle était juste venue voir l'agitation. L'homme barbu la contrôla à l'aide de sa barbe sensible et la crut réellement. Mais alors qu'Alisa jetait nerveusement un coup d'œil dans un miroir, l'homme suivit son regard et fut choqué de ne voir aucun reflet de la fille. Réalisant que sa couverture était grillée, Alisa donna rapidement un coup de pied à l'homme dans sa barbe et s'échappa par la fenêtre du grenier. Elle se précipita dans la rue et se mit à courir comme un poulet fou, pour être attrapée par quelqu'un portant un masque rouge. Heureusement, il s'avéra qu'il s'agissait d'Andric, qui était déguisé. À ce moment-là, la lumière dans la paume d'Alisa brilla à nouveau et une scène familière apparut. Il semblait qu'elle avait réveillé un grand aîné qui portait une bague en rubis à la main. L'aîné sentit que quelqu'un l'observait secrètement. Puis la lumière s'éteignit. Andric reconnut qu'il s'agissait d'une étincelle magique, mais refusa de l'expliquer à Alisa. Il insista seulement sur le fait qu'elle devait cacher ses capacités jusqu'à ce que le moment soit venu de dire la vérité à Alisa. Après avoir dit cela, il l'entraîna rapidement pour rejoindre sa grand-mère et son frère juste à temps. Le chef des vampires,
ayant reçu un signal de détresse, arriva sur les lieux. Au moment où Calvina atteignit le site, Alisa et sa famille étaient déjà montés à bord du dirigeable. Cependant, Calvina n'avait pas l'intention de laisser ses vampires s'enfuir. Elle rentra chez elle, attrapa son fils, fit ses bagages et partit. Il s'avéra que le fils de Calvina, Niku, était le même qu'Alisa avait rencontré plus tôt. Cependant, Niku était réticent à suivre sa mère et se joignit à leur voyage à contre-cœur. Pendant ce temps, Alisa observait avec curiosité les environs. Les gens à bord du navire les regardaient froidement. Sa grand-mère prit Alisa à part et l'avertit d'être prudente sur le navire. Mais la nuit, la paume d'Alisa recommença à briller. Elle aperçut à nouveau le grand aîné, qui sortit une chauve-souris d'une cage et lui fit embrasser l'anneau sur sa main. L'instant d'après, la chauve-souris se transforma en une forme humaine. L'aîné couvrit la femme nue de son manteau sans aucune envie maléfique. De leur conversation, il était clair que cet aîné n'était autre que le grand ancêtre de tous les vampires, Dracula, qui dormait depuis 300 ans. Les 13 rubis appartenant à divers clans de vampires ont été fabriqués à partir des larmes de Dracula mélangées au sang de sa femme, Elisabetta. La vision s'est arrêtée là, et Alisa s'est glissée hors du cercueil, s'est enveloppée la main et s'est dirigée furtivement vers le pont désert. Cette liberté sans précédent l'a enthousiasmée, jusqu'à ce qu'un garçon, Lars, du clan Dra, la prenne soudainement à part et communique par télépathie, l'avertissant qu'ils ne doivent pas laisser le chef les voir errer. Dans les grands clans, seul le clan Dra pouvait lire dans les pensées, connu pour sa cruauté impitoyable. Alisa a immédiatement détesté la personne en face d'elle, en particulier le chef, qui avait volé de nombreux rubis pendant les guerres des clans de vampires. Entendant ses pensées, Lars révéla qu'il était le fils du chef. Alisa s'excusa maladroitement, mais Lars retourna rapidement à la cabine. Hendrik la ramena ensuite dans sa chambre. Alors qu'Alisa était sur le point de se reposer, l'étincelle jaillit à nouveau. Elle vit Dracula à genoux devant une statue d'Elisabetta, cherchant à récupérer les 13 rubis pour faire revivre son amant. Dracula tendit alors sa bague à Batwoman, lui demandant de récupérer les rubis sur le navire. En cas de succès, Dracula promit de libérer toutes les chauves-souris. La Batwoman avala la bague, reprit sa forme originale et s'envola dans le ciel comme un rat volant. Alisa réalisa que le navire était en danger. Soudain, un garçon aux yeux bleus s'approcha d'elle, l'informant que le navire avait accosté sur la côte de sa famille et l'invita à dîner. Son frère jouait avec une souris et les autres enfants regardaient Alisa avec dédain. Lars demanda à Alisa de se présenter. Son nom de famille, Vialia, n'apporta que plus de ridicule alors qu'il méprisait la famille d'Alisa. Le garçon aux yeux bleus, la défendant, jeta une Bible sur Lars, qui fut immédiatement brûlé par le livre. Le garçon aux yeux bleus ramassa la Bible, révélant qu'il était l'héritier du clan Nosferu, qui était immunisé contre le pouvoir de la Bible bien qu'il soit des vampires. Enragé, Lars le souleva par télékinésie et ses sœurs éclatèrent de rire. L'autre garçon, Malcolm, du clan Virad, se joignit à la fête, utilisant la foudre de sa paume pour soulever la jupe de la fille, et une bagarre éclata. Alisa, qui n'était pas du genre à reculer, se jeta courageusement sur Lars pour protéger sa nouvelle amie, transformant la salle à manger en chaos jusqu'à ce que le chef intervienne. Les enfants obéirent et les chefs de clan s'avancèrent pour parler. Il fut alors révélé qu'à l'origine, il y avait 13 clans de la nuit. Après une guerre civile au sein des clans de vampires, il n'en restait que 5, les Nosa d'Italie, les Dra de Norvège, les Virad du Royaume-Uni, les Pus de France et la famille d'Alisa, les vampires Vamala d'Allemagne. Pour résister aux masques rouges et s'assurer un avenir prospère et pacifique, ils décidèrent de fonder une école où les héritiers des 5 clans de vampires pourraient apprendre et partager leurs capacités. Pendant ce temps, Batwoman s'envola vers les quais où les enfants faisaient leurs adieux à leur famille. Elle repéra immédiatement les rubis et communiqua par télépathie avec le lointain Dracula. De manière inattendue, l'ombre de Dracula apparut brusquement. Il s'avéra que Dracula possédait les rubis de la lignée du clan de Batwoman, permettant à son ombre de se déplacer librement et de garder un œil sur Batwoman à tout moment. La femme reprit sa vraie forme, se cacha dans le véhicule du chef et suivit le groupe qui partait. Sur le navire, les héritiers vampires commencèrent leur cours. Alisa était impatiente de suivre les nouveaux cours. La première compétence était la désacralisation, dirigée par le garçon aux yeux bleus du clan Nosferu. Le professeur responsable ouvrit une grande boîte, murmura un sort, puis en sortit une croix à main nue. Les enfants, terrifiés, dévoilèrent leur croc. Mais une fois que le garçon aux yeux bleus eut terminé le sort, il put lui aussi toucher la croix. Malcolm trouva cela ennuyeux et ne voulut pas rester. Il convainquit Lars de renverser la boîte, et ils partirent tous les deux au milieu du chaos. Alisa fut témoin de tout. Avant que Lars ne parte, il l'avertit de ne divulguer aucun secret. Plus tard, la classe fut rétablie à la normale, mais le directeur reçut un message concernant l'incident de leur chef. Un rubis avait été perdu lors d'une attaque de chauve-souris.
Les enfants n'étaient pas conscients du danger imminent et continuèrent leur cours. Lorsque le professeur remarqua que 2 élèves manquaient, Lars et Malcolm, il demanda à Lisa, qui était assise en face de lui, mais elle resta silencieuse. Il n'eut d'autre choix que d'emmener Alisa voir le directeur, où elle devait dire la vérité. Pendant ce temps, les étudiants espiègles avaient atteint les rues, où Malcolm utilisa ses mains pour rassembler la foudre et contrôler les nuages, invoquant la pluie au-dessus de plusieurs femmes qui coururent dans un bâtiment pour l'éviter. À leur insu, le bâtiment était une église. Les garçons se sentirent étourdis et faibles et s'effondrèrent bientôt sur le sol. Une religieuse, pensant qu'ils étaient possédés, aspergea Malcolm d'eau bénite. À ce moment critique, le CEST arriva, hypnotisa la religieuse, ouvrit la porte et ramena les fauteurs de troubles au navire. Le directeur vampire les punit d'1 semaine de devoir. Lars lança un regard noir à Alisa, mais elle s'excusa plus tard et se porta même volontaire pour aider à nettoyer. Lars ne comprenait pas les intentions d'Alisa et essaya de lire dans ses pensées, seulement pour voir Dracula dans ses pensées. Avant qu'il ne puisse demander, Hendrik, qui n'était pas parti avec la grand-mère d'Alisa, emmena Alisa pour lui tenir compagnie. De retour sur le bateau, la comtesse arrêta Alisa, révélant qu'elle connaissait sa mère et qu'Alisa avait un battement de cœur. Le cœur lourd, Alisa retourna à son cercueil, qui la transporta directement à l'endroit où se trouvait Dracula. Le grand vampire était dans une taverne, et remarquant la présence d'Alisa, réalisa qu'elle l'espionnait. Il la renvoya de force à son emplacement d'origine. Au réveil, Dracula avait vidé toute la foule de la taverne, retrouvant son apparence de jeunesse. Il s'approcha du bar, réveilla l'un des hommes et lui demanda de l'aider à chercher les rubis. Au moment où Dracula était sur le point de révéler l'emplacement, il sentit qu'Alisa le surveillait et coupa la connexion, la laissant sans information cruciale. Soudain, quelqu'un frappa à son cercueil. Alors qu'elle ouvrait le couvercle, la sœur de Lars lui éclaboussa le visage d'eau. Alisa, découvrant ses crocs, se jeta sur elle mais ne fit pas le poids face aux sœurs et fut brutalisée. Plus tard dans le cours, Alisa regarda fixement son cahier, se souvenant de la dernière fois où elle avait vu sa mère, qui semblait également avoir une étincelle brillante dans les mains. Le directeur remarqua sa distraction et l'appela pour lui présenter les capacités de son clan Vialia. Avec beaucoup de difficultés, Alisa mentionna que le pouvoir d'un clan de vampires était l'amour, ce qui fut accueilli avec moquerie par ses camarades de classe. Le directeur lui demanda de s'asseoir et de prêter attention, puis continua à présenter les capacités des 13 clans de vampires d'origine, y compris le clan néerlandais Tova, qui pouvait naviguer dans l'eau, une compétence inestimable pour les vampires qui ne savaient pas nager. Pendant ce temps, Dracula ramait sur un bateau Tesla manuel avec son serviteur, sentant le rubis du clan Tova. Il jeta le serviteur dans l'eau, lui ordonnant de récupérer le rubis en dessous. Alisa fut secrètement témoin de tout l'événement. Lars, remarquant son regard préoccupé, essaya de lire à nouveau dans ses pensées, mais vit de manière inattendue des souvenirs de sa mère. Réalisant qu'il sondait ses pensées, Alisa l'arrêta rapidement et quitta la salle à manger avec son plateau. Elle descendit dans les quartiers de l'équipage, trouva Hendrik et le pressa de lui donner des détails sur la vie de sa mère. Il lui révéla que son père était mort dans une guerre de clans et que, incapable de supporter la perte de son bien-aimé, sa mère avait choisi de se désintégrer sous le soleil. Déroutée, Alisa se demanda si c'était ça l'amour. Elle interrogea ensuite Hendrik à propos de l'étincelle magique dans ses mains, mais il refusa de lui expliquer, lui demandant seulement de la garder secrète car l'étincelle chercherait un nouvel hôte. Frustré par son secret, ils se séparèrent en mauvais termes. De retour en classe, Alisa ouvrit une armoire et en sortit une bouteille d'eau bénite, prévoyant de donner une leçon aux sœurs DRAA en échangeant leur parfum avec. Le lendemain matin, lorsqu'elles vaporisèrent le parfum, elles furent effectivement brûlées par l'eau bénite. Lars réalisa qu'Alisa était derrière tout ça, mais choisit de ne pas l'exposer publiquement. Pendant ce temps, le directeur remit le rubis à la comtesse, demandant à sa femme de le garder en sécurité. La Batwoman surveillait secrètement ses actions et rendit immédiatement compte à Dracula. Cependant, le maître lui ordonna de laisser le rubis tranquille et de se concentrer plutôt sur la collecte de détails sur Alisa. À ce moment-là, une fille accompagnée d'un loup courut sur le navire, provoquant l'attention de tout le monde et la levée des crocs, croyant qu'il s'agissait d'un métamorphe, car les loups-garous étaient considérés comme éteints. La fille se présenta comme étant Ivy, une descendante du clan Lyanna. Malgré le scepticisme du directeur, Lars confirma par lecture de pensée qu'elle disait la vérité. Ivy expliqua que le loup n'était pas son animal de compagnie, mais son frère. Le directeur accepta de laisser Ivy rester à l'école. La plupart des autres nourrissaient de l'hostilité envers les loups-garous, mais Alisa s'approcha d'Ivy et se lia d'amitié avec elle. Elles finirent naturellement par être des colocataires de bureau. Quand Ivy voulut copier les notes d'Alisa, Alisa les lui tendit, oubliant que ses gribouillis sur les étincelles magiques et les visions se trouvaient également dans le cahier. Une chauve-souris cachée à proximité vit le carnet.
La leçon d'aujourd'hui portait sur la distinction des vampires, principalement divisés en deux catégories, les vampires de lignée et les ombres. Les vampires de lignée sont nés de la lignée de Dracula, tandis que les ombres sont des humains transformés sans super-pouvoir et doivent obéir aux vampires de lignée. Lars a même qualifié les ombres des « esclaves », un terme qu'Alysa n'aimait pas. Leur désaccord a dégénéré en une dispute télépathique au cours de laquelle Ivy a demandé si elle et Lars étaient un couple. Lars a rougi à la suggestion, mais Alysa l'a immédiatement nié. Alors que la journée touchait à sa fin, Alysa, qui n'est généralement pas du genre à se faire des amis facilement, s'est retrouvée à s'entendre à merveille avec Ivy. Cette nuit-là, Alysa était allongée dans son cercueil, incapable de dormir, son esprit concentré sur les étincelles dormantes dans sa main et ne sachant pas comment les activer. Prévoyant de faire des recherches à la bibliothèque, elle a réveillé le garçon aux yeux bleus pour lui demander son chemin. Le garçon a accepté de lui dessiner une carte. Lars, entendant leur chuchotement, suivit furtivement Alysa, pour ne pas être en reste, tandis que Badgir le battait ses lourdes ailes pour la rattraper. Cependant, Alysa ignorait que le véritable danger n'était pas ces deux-là, mais la chasseuse de vampires, Calvina, qui était également arrivée en ville. En suivant la carte, Alysa entra dans la bibliothèque, où Badgir se transforma en sa forme humaine à côté et espionna Alysa à travers la vitre alors qu'elle cherchait des livres sur Dracula. Étonnamment, elle en trouva un. À ce moment-là, le fils de Calvina, Niku, vint également acheter un livre, et les deux amoureux des livres furent ravis de se revoir. Lars, jaloux, les regarda quitter ensemble la bibliothèque pour déjeuner, en riant et en discutant. La Badgir leur rapporta à Dracula le livre, qui semblait contenir des informations cruciales. Dracula lui ordonna de le détruire au plus vite. De retour avec Alysa, Niku avait choisi un restaurant sous le soleil. Ne voulant pas refuser son invitation, Alysa le suivit avec un parapluie à la main. Ils s'assirent à la table, discutant, et Alysa impressionna Niku en commandant un plat italien. Excité, Niku lui saisit la main, ce qui rendit Lars furieux. Il quitta le restaurant en colère, frôlant Batwoman. La Batwoman se faufila dans la cuisine, attrapa une serveuse et s'habilla en uniforme pour nettoyer les tables. Cependant, lorsque la chef découvrit un corps sur le sol et hurla comme un cochon qu'on égorge, Batwoman réalisa que la situation était désespérée. Elle attrapa le livre et courut. Alysa et Niku la poursuivirent, sprintant dans les rues mais furent bientôt encerclés par la police. Alysa et Niku furent arrêtés. À ce moment-là, un policier entra dans le bureau, mentionnant une serveuse qui avait été mordue et dépouillée. Alysa soupçonna que le voleur de livres était le meurtrier, probablement pas humain, et savait qu'elle devait s'échapper rapidement. Niku essaya de crocheter la serrure avec un fil, tandis qu'Alysa pliait de force les barreaux de fer. Réalisant que sa force était anormale, elle réinséra les barreaux et dit à Niku que la clôture était lâche mais qu'elle avait besoin de son aide. Avec un léger effort, Niku plia les barreaux et Alysa le complimenta sur sa force alors qu'il sortait par la fenêtre et s'enfuyait dans les ruelles. Cependant, il n'était pas allé bien loin avant qu'Alysa ne voie la police se disputer avec les masques rouges, avec Calvina parmi eux. Elle savait qu'elle devait retourner au navire de toute urgence. Malgré sa réticence, Niku la serra dans ses bras et organisa un rendez-vous le lendemain. C'était la première fois qu'Alysa ressentait de la chaleur et la lumière dans sa main s'allumait à nouveau. Elle se vit alors ouvrir une grotte, marcher jusqu'à un nœud de corde et l'attraper, la transportant instantanément sur une côte avec sa famille et ses amis autour, même ses parents. Alysa versa une larme, paniquée car les vampires ne sont pas censés pleurer comme un bébé humain géant. Quand Alysa revint au navire, elle trouva le directeur en train de compter les têtes. Quelques heures auparavant, le chef de la police avait discuté d'un accord de gentleman avec le directeur. Tant que les vampires n'attaquaient pas les habitants de la ville, ils seraient laissés tranquilles. Ils n'interviendraient pas, mais la mort de la serveuse avait perturbé la paix et le directeur voulait identifier le meurtrier. À ce moment-là, Ivy trouva Lars et lui demanda de l'aider avec Alysa, sachant qu'il se souciait d'elle. Dur à l'extérieur mais doux à l'intérieur, Lars se téléporta derrière Alysa et lui ordonna de monter à bord par tribord. Alysa suivit son conseil, tandis qu'Hendrik s'inquiétait de ne pas la trouver. La seconde suivante, Lars se pavana sur le navire, attirant l'attention de tout le monde, ce qui permit à Alysa de se fondre dans la foule. Malheureusement, Lars finit par être enfermé dans la cale du navire. Un professeur portant une valise entra dans la cale, dans l'intention de tourmenter Lars. Il sortit une croix, mais Lars récita rapidement un sort pour neutraliser sa sainteté. Cependant, lorsque le professeur ramassa une croix en argent, Lars ne put résister et paniqua. Heureusement, la comtesse arriva juste à temps et emmena Lars dans le bureau du directeur. Le directeur a comparé l'espace entre les dents de Lars à l'empreinte de la blessure fournie par le chef de la police, ce qui a finalement blanchi Lars de tout soupçon. Pendant ce temps, Ivy a confronté Alysa, exigeant de savoir pourquoi elle avait débarqué. Alysa n'a pas eu d'autre choix que de révéler qu'elle avait rencontré un vampire qui l'avait mordu,
bien qu'elle ait caché plus de détails. À ce moment-là, Hendrik, visiblement bouleversé, a pris Alisa à part. Ivy, reprenant son souffle à la hâte, semblait abriter ses propres sombres secrets. Hendrik a interrogé Alisa sur la raison pour laquelle elle avait quitté le navire, se demandant si elle avait consommé du sang humain. Les vampires ne doivent pas boire de sang humain avant d'avoir 18 ans. Agacée, Alisa a rétorqué qu'elle n'avait pas bu de sang, mais qu'elle avait presque embrassé un garçon. Oups, elle a fait une erreur avec cette confession. Elle a ensuite admis avoir rencontré un garçon humain. Hendrik était presque livide, se reprochant d'avoir été distrait ces derniers temps et de ne pas s'être occupé d'elle correctement. Alisa, sentant les rumeurs, insista et découvrit que Hendrik était tombé amoureux d'un autre vampire de l'ombre sur le navire. Cependant, les relations sont interdites entre vampires de l'ombre, et ils se promirent tous les deux de garder les secrets de l'autre. Pendant ce temps, Ivy trouva Lars et lui dit qu'Alisa avait rencontré un vampire en ville, et qu'elle savait que cette personne était du clan Yuppé. Il s'avéra que la Badgirl nommée Tonka portait une bague avec un rubis qui appartenait à l'origine à la famille d'Ivy. À ce moment-là, Alisa arriva sur le pont. Ivy était sur le point d'entamer une conversation lorsque soudain la main d'Alisa brilla et dans une vision, elle vit Dracula attraper un nœud de corde et entrer dans une illusion de bord de mer. Avec son arrivée, le monde s'éclaira et tonna, faisant sortir les parents d'Alisa de son esprit. Elle se réveilla de la vision en larmes, et étrangement, même Dracula semblait ému. Quel pouvoir possédait cette fille? À ce moment-là, Alisa, ne sachant pas comment expliquer ses larmes, s'enfuit du pont mais fut rattrapée par la comtesse. La comtesse emmena Alisa dans son bureau pour vérifier ses dents, qui ne correspondaient pas aux marques de morsure de l'agresseur. Alisa retourna dans la salle de classe où Lars et Ivy s'approchèrent, lui proposant de garder le secret sur ses pleurs. Lars savait que l'éclat de lumière était une étincelle magique, une force dont son père lui avait dit qu'elle pouvait anéantir toute la race des vampires. À ce moment-là, le comte entra dans la salle de classe, confirmant que tous les vampires du navire avaient été lavés de tout soupçon concernant l'agresseur qui avait mordu Alisa. Quelqu'un n'était pas parmi eux. À leur insu, la chauve-souris se cachait dans la salle de classe, transformée en une petite souris sur le sol. La leçon d'aujourd'hui portait sur la capacité de la famille Pugh à communiquer avec les animaux, enseignée par l'air. Malcolm se moqua de cette capacité, mais la comtesse, agissant de manière décisive, le traîna jusqu'à la fenêtre et ouvrit les rideaux. Malcolm poussa un cri aigu lorsque la lumière le brûla. L'héritier Pugh libéra un essaim de papillons de nuit et récita un sort. Les papillons bloquèrent rapidement la fenêtre, sauvant Malcolm. La comtesse lui rappela de se souvenir de la leçon d'aujourd'hui. Après le cours, Alisa et ses amis se dirigèrent vers les ponts inférieurs du navire. Ivy informa Alisa qu'elle avait vu Dracula transformer Tonka et avait regardé Tonka avaler une bague en rubis. Ivy avait suivi Tonka sur le navire, avec l'intention de récupérer le rubis et de partir, quel que soit le sort de ceux qui étaient à bord. Cependant, l'attitude d'Alisa a changé la vie d'Ivy, et elle a décidé de rester et d'aider Alisa à découvrir les secrets. Alisa a révélé à Hendrik que quelqu'un cherchait le rubis, lui demandant de rester vigilant. Alors qu'Hendrik était impliqué dans une relation amoureuse avec la fille de l'ombre, Alisa ne pouvait s'empêcher de les avertir de faire profil bas. Hendrik prévoyait de demander l'approbation du conseil du clan pour que les vampires de l'ombre s'engagent dans des relations, malgré le risque de punition pour lui et la fille de l'ombre. Submergé par l'amour, Hendrik était profondément impliqué, ce qui a bouleversé Alisa. Elle est sortie en trombe, mais Hendrik l'a suivie, espérant qu'elle comprendrait ses sentiments. Juste à ce moment-là, un cri de la fille de l'ombre a résonné dans la pièce. Elle avait vérifié la sécurité du rubis lorsque Badgirl lui a tendu une embuscade. Au moment où ils sont arrivés, la fille de l'ombre était morte. Alors qu'Alisa poursuivait la Badgirl, le comte et la comtesse se réveillèrent trop tard, croyant à tort qu'Hendrik était responsable de la mort de la fille de l'ombre et le firent emprisonner ailleurs. Alisa perdit la trace de la chauve-souris en ville, mais tomba de manière inattendue sur la chasseuse de vampires Calvina et son fils Niku, qui l'invitèrent à dîner. Alisa était nerveuse, craignant que son identité de vampire ne soit révélée. Elle fut surprise de trouver le même livre chez Niku. Calvina, méfiante, tendit délibérément à Alisa un collier crucifix, mais Niku intervint et gronda sa mère lorsqu'il vit la main d'Alisa brûler à cause du crucifix. Alisa récita rapidement un sort qu'elle avait appris en classe, qui étonnamment fonctionna, lui permettant de porter le collier. Rassurée, Calvina leur permit de sortir. Alisa rendit le collier à Niku après une agréable conversation, mais Ivy se précipita, lui faisant signe d'attendre. Puis Alisa embrassa Niku avant de partir avec Ivy. En apprenant que la comtesse avait l'intention d'exécuter Hendrik, Alisa a confronté le directeur, qui a exigé des preuves que Hendrik n'était pas le meurtrier. Lars a utilisé sa capacité de lecture des pensées pour sonder les personnes présentes et a découvert que le directeur était au courant. Quelqu'un en voulait au rubis. Punir Hendrik avait deux objectifs,
éviter la panique à propos des rubis ciblés et punir un vampire de l'ombre pour une romance non autorisée. Le trio décida de prouver l'implication de Dracula et Tonka, et le livre de la maison de Niku était un indice crucial. Il prévoyait d'aller en ville avec Alisa pour distraire Niku pendant que Lars et Ivy volaient le livre, qui relatait l'histoire de Dracula. Il est rapporté que lors d'une bataille, quelqu'un a trompé Elisabetta en lui faisant croire que son mari était mort. Accablée par le chagrin, elle a choisi de mettre fin à ses jours. Lorsque Dracula revint victorieux et la trouva morte, ses cris invoquèrent le diable. Dracula échangea son âme contre l'immortalité, mais Elisabetta ne supporta pas de devenir un monstre et refusa de vivre. Alors que Dracula tenait sa femme, ses larmes se mêlèrent au sang d'Elisabetta, créant 13 rubis. Le nœud de corde dans la vision d'Alisa était significatif. Si Dracula le détachait, les portes de l'enfer s'ouvriraient, ce qui pourrait potentiellement faire revivre Elisabetta. Cependant, si un vampire avec une âme humaine le détachait, cela pourrait mettre fin à toutes les vies de vampires. De plus, l'étincelle dans la main d'Alisa était un vestige de l'humanité de Dracula, lui permettant de le sentir. Pendant ce temps, Tonka, dans le but d'acquérir le rubis, ciblait le malheureux Malcolm. Elle séduisit facilement le garçon instable, et avec son aide, se cacha dans le manteau du frère d'Alisa. Pendant ce temps, Dracula arriva dans un cimetière où le rubis du clan Bove était enterré. Ce rubis pouvait lui donner l'intrépidité au soleil. Pour protéger le trésor, la famille avait scellé un faisceau de lumière solaire à l'intérieur du tombeau. Dracula devait attendre le bon moment. Lorsque la lumière disparaissait, il sautait pour récupérer le rubis pendant que ces vampires de l'ombre bloquaient la lumière du soleil à l'extérieur. Dracula réussit à obtenir le rubis. Invisible de lui, Alisa observait tout. Lars interrompit ses pensées, prévenant que quelqu'un approchait. Bientôt, la directrice apparut, lui demandant d'accompagner Hendrik dans son dernier voyage. Alors que la foule regardait, Hendrik marcha sur le pont. De manière inattendue, le frère d'Alisa serra la comtesse dans ses bras. Il s'avéra que c'était la batte dans sa poche, provoquant des méfaits. D'un mouvement rapide, le garçon arracha un rubis, et la comtesse, s'en rendant compte, se réveilla et se bagarra avec le garçon. Le rubis tomba au sol. Tonka en profita pour s'envoler hors de la poche, se transforma en humaine et attrapa la pierre. La comtesse se précipita pour lutter avec elle, mais personne ne fit attention à Hendrik sur le pont alors que le soleil était sur le point de se lever. Lars eut une idée et communiqua par télépathie avec Alisa, lui disant qu'elle et Dracula étaient désormais unifiés dans leur pouvoir. Par exemple, la capacité récemment acquise de résister à la lumière du soleil était désormais également la sienne. En entendant cela, elle se précipita sur le pont et poussa Hendrik dans la cabine. Elle se prélassait au soleil, indemne. C'était son premier contact avec la lumière du soleil. L'instant d'après, Tonka mordit le CEST, prit le rubis et s'envola comme une grosse chauve-souris. La blessure sur la main de la fille correspondait à la preuve, dissipant Hendrik de tout soupçon. Tout le monde fit ses adieux à la malheureuse fille de l'ombre. Hendrik incinéra personnellement son amant tandis que Tonka, tenant le rubis, partit dans une grotte pour faire son rapport à son maître. À la surprise de Dracula, Alisa pouvait désormais supporter la lumière du soleil. Il ordonna à Badgirl de continuer à voler des rubis et de garder un œil sur Alisa. Bientôt, Alisa entra dans une vision où elle vit Dracula parler sérieusement à l'esprit d'Elisabetta avec le rubis obtenu. Elle réveilla immédiatement le garçon aux yeux bleus et lui demanda quels étaient les pouvoirs du rubis de la comtesse. Les parents du petit garçon possédaient 2 rubis, l'un ayant été volé hier et l'autre permettant de communiquer avec les morts, ce qui fit comprendre à Alisa qu'elle pourrait parler à sa mère. Elle apprit à utiliser le rubis grâce au garçon aux yeux bleus, mais sa première tentative échoua. Au moment où elle s'apprêtait à quitter la cabane, découragée, l'esprit de son père apparut. Grâce à leur conversation, elle découvrit que son père biologique était humain, c'est pourquoi elle avait un cœur. Cependant, leur conversation fut interrompue en raison du pouvoir limité du rubis, mais Alisa était toujours ravie et partagea avec enthousiasme la nouvelle avec Ivy. Bientôt, Lars entra dans le restaurant, ignorant l'enthousiaste Malcolm, et se dirigea directement vers Alisa, inconscient de la déception de son ami. Les trois se rendirent au sous-sol pour confirmer les capacités d'Alisa, l'intrépidité au soleil, la natation, la conversation avec les morts et le contrôle des objets d'ombre. Ensuite, Hendrik a appelé Alisa pour lui demander pourquoi elle n'avait pas peur de la lumière du soleil, l'avertissant de ne pas être aveuglée par ses pouvoirs. Pendant ce temps, Tonka avait complètement contrôlé Malcolm, le tentant de boire du sang humain. Bientôt, un nouveau cours de télépathie a commencé, dirigé par les 2 sœurs du CEST, dans le but de découvrir les secrets d'Alisa. Alisa a subi le test de télépathie. Toutes ses pensées ont été exposées publiquement. Sa sympathie pour Ivy, son affection pour Lars et ses souvenirs d'un garçon humain mémorable, le tout révélé sans pitié. Humiliée, Alisa a versé des larmes, choquant tout le monde. Elle n'a plus pu le supporter et a frappé la sœur de Lars,
puis a renversé une autre fille. Elle a même étranglé le CEST à distance, étant presque contrôlée par le pouvoir de Dracula en elle, jusqu'à ce que son frère la réveille à temps. Le cœur brisé, Alysa a couru hors de la salle de classe vers une partie déserte de la ville, espérant parler à sa mère, qui a refusé de se présenter. Alysa sauta alors dans la mer, mais même cela ne put la calmer, elle finit par s'enfermer dans une cellule. Pendant ce temps, Ivy avait l'air solennel. Elle prit une paire de ciseaux et partit à la recherche de son frère, sur le point de révéler quelque chose d'important, mais s'arrêta en voyant Alysa. Il semblait qu'elle cachait des secrets. De l'autre côté, Dracula se retrouva en difficulté. Il fut confronté à un chasseur de vampires borgnes, armé d'un pistolet chargé de balles d'argent et portant un rubis. Le chasseur vint le chercher. Dracula ignora les avertissements de l'homme et jeta les rubis collectés dans une tombe. Le chasseur de vampires ligota ensuite les mains de Dracula. Il avait le rubis invisible du clan suisse Kamata, qu'il recherchait secrètement. Dracula voulait utiliser les capacités du chasseur de vampires pour trouver plus de rubis. Pendant ce temps, Alysa fut forcée d'avouer sous l'insinuation d'Andric, mais elle cacha toujours l'affaire de l'étincelle magique. Alysa dit qu'elle ne pouvait plus sentir ses pouvoirs, indiquant que quelque chose avait dû arriver à Dracula. Tandis qu'elle parlait, elle commença à ressentir une douleur intense car le chasseur de vampires torturait Dracula, le poussant dans une pièce remplie de croix. Incapable de supporter la douleur, Alysa s'évanouit. Même Lars ne pouvait pas sonder l'esprit d'Alysa. Il ne restait qu'une seule méthode dangereuse. Les trois frères et sœurs devaient unir leurs efforts pour entrer dans l'esprit d'Alysa, mais cette méthode était interdite. Lars n'avait vu son père l'essayer qu'une seule fois. Un faux pas pouvait le faire se perdre dans l'esprit d'Alysa. Le directeur débarrassa la pièce des objets non essentiels et Lars, sans hésitation, entra dans l'esprit d'Alysa, qui ressemblait à un labyrinthe géant. Il aperçut Alysa et se lança rapidement à la poursuite de la silhouette, mais la perdit. Soudain, Alysa vit des pièces éparpillées sur le sol. C'était son amant, Niku, assis en hauteur, en train de lancer des pièces. Lars, le voyant, ne put s'empêcher de se mettre en colère, mais Niku disparut en un clin d'œil. La voix d'Alysa venait d'un endroit sombre, cherchant continuellement l'aide de Lars. Le garçon, tenant une torche, chercha la source de la voix et découvrit des souvenirs de l'enfance d'Alysa. Sa mère, tenant la jeune Alysa dans ses bras, lui rappela qu'elle aussi détenait une étincelle magique. Mais l'instant d'après, ils réalisèrent qu'ils étaient surveillés et disparurent de l'endroit. Alors que Lars s'enfonçait plus profondément, il se vit embrasser Ivy, ce qui poussa la conscience d'Alysa à se demander s'il l'aimait vraiment parce qu'il embrassait maintenant quelqu'un d'autre. Suite à cela, tout le paysage mental trembla violemment, jetant Lars au sol. Lorsque tout se calma, il trouva un cercueil avec son couvercle près de la salle des croix, où Dracula était attaché à une chaise. Lars comprit rapidement la racine du problème. Ce n'est qu'en sauvant Dracula qu'Alysa pourrait échapper au danger. Pendant ce temps, Tonka se glissa tranquillement dans la maison, se transformant en une forme humaine pour surveiller et rendre compte secrètement à son maître, Dracula. Cependant, il était préoccupé, assis sur une chaise et hurlant de douleur, refusant obstinément de révéler l'endroit où se trouvait le rubis-bof, qui pouvait rendre un vampire sans peur de la lumière du soleil. Soudain, Dracula ressentit une poussée d'énergie. C'était Lars, qui portait le rubis de la comtesse sur la poitrine d'Alysa. Utilisant le pouvoir du rubis, Dracula se libéra instantanément des menottes. Au moment où le chasseur de vampires arriva, la chaise était vide. Dracula émergea soudainement, le saisit et prit le rubis invisible du chasseur de vampires, quittant avec succès la salle des croix. De l'autre côté, Alysa reprit également conscience. Elle remercia la famille de Lars et rendit le rubis à la comtesse. Le directeur conseilla à tout le monde de se reposer tôt en prévision du prochain cours. Cependant, Malcolm, le professeur, semblait préoccupé par ses pensées. Tonka, observant en secret, afficha un sourire sinistre. Alysa était incapable de sentir son éventail habituel de pouvoir, devinant que Dracula n'avait pas emporté tous les rubis avec lui mais avait découvert une nouvelle capacité, l'invisibilité. Elle utilisa cette capacité pour trouver Lars et le remercier pour tout à l'heure. Alors qu'elle serrait Lars dans ses bras, il entendit vivement son battement de cœur. Avant que Lars ne puisse comprendre, un baiser d'Alysa interrompit ses pensées, et elle partit rapidement. Alors que Lars était sur le point de retourner se reposer, il trouva de manière inattendue la porte du cercueil de Malcolm ouverte. Il sortit pour trouver son ami et vit Malcolm parler à un rat. Sans trop réfléchir, Lars dit à Malcolm de rester loin du rat pour éviter de se faire mordre. Dès qu'il partit, Tonka révéla sa vraie forme et remit à Malcolm du sang humain frais. Pendant ce temps, Alysa ne dormait pas non plus. Elle était sur le point de chercher Ivy lorsqu'elle la vit se couper les cheveux. Les cheveux de vampire, une fois coupés, ne peuvent pas repousser. De manière inattendue, Ivy avoua qu'elle était un vampire de l'ombre et la véritable héritière du clan Lyanna. Le loup, leur clan avait été anéanti pendant la guerre,
et l'héritier s'était transformé en loup pendant qu'il faisait Divy à ses côtés en tant que vampire de l'ombre. Ils dépendaient l'un de l'autre uniquement pour récupérer le rubis de leur clan. À ce moment-là, l'étincelle dans la main d'Alysa vacilla à nouveau, et comme ils se tenaient la main, ils entrèrent tous les deux dans une illusion. Ils virent Dracula jeter les rubis dans une tombe. Les vampires ne voulaient pas qu'Alysa devienne puissante, alors ils scellèrent temporairement les rubis. Après cela, ils retournèrent à la réalité. Alysa savait qu'elle devait démêler les nœuds de la grotte avant Dracula, mais elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvaient les nœuds. Andric en savait plus sur le sujet, alors elle alla immédiatement le trouver. À contre-cœur, Andric la prit à part et sortit un cahier codé laissé par sa mère. Les réponses qu'Alysa cherchait pourraient être dans ce livre. Elle ouvrit le cahier jauni. La page de titre avait été laissée par sa mère, avertissant sa fille de ne pas faire confiance à leur chef de clan, en particulier au clan Dra, le père de Lars. Le cahier contenait des informations sur les étincelles et les nœuds. Quant à la façon de déchiffrer le code, sa mère ne pouvait pas le dire directement, mais croyait que sa fille le découvrirait. Cependant, Alysa n'avait aucune idée de la façon de procéder. Elle feuilleta le cahier comme un texte sacré, frustrée, et le jeta par terre avant de partir. Ivy savait qu'elle devait ramasser le cahier en silence sans la suivre. De l'autre côté, le directeur trouva les autres chefs de clan pour rappeler à tout le monde que Dracula s'était réveillé. Alysa le vit dans son esprit, une crise était imminente. Alysa se rendit en ville pour se vider l'esprit et rencontra de manière inattendue Niku, qui attendait près du puits à souhait. Il avait l'intention de faire visiter les environs à Alysa, mais soudain Calvina apparut. Il s'avéra que la femme voulait que son fils rejoigne les Masques Rouges. Bien que Niku ne veuille pas participer, Alysa accepta de l'accompagner. Ils arrivèrent tous les trois au quartier général. Les Masques Rouges étaient au courant d'un rassemblement de vampires et prévoyaient de les anéantir. Alysa, se mêlant à la foule, ressentit une mauvaise prémonition. Au même moment, le cours de Malcolm commença. Le talent de son clan était de contrôler la météo. Malcolm fit retentir le tonnerre et les blizzards et les lança sur Lars. La salle de classe sombra instantanément dans le chaos. Le CST essaya de calmer les élèves, ignorant qu'une petite souris s'approchait lentement. L'attention de Malcolm étant détournée, Tonka attrapa soudainement le CEST. Malcolm perdit complètement le contrôle, attaquant continuellement Lars. La colère et le sang humain ont renforcé les capacités de Malcolm. Ivy a essayé d'éveiller sa conscience, mais Tonka n'arrêtait pas de l'encourager. L'esprit embrumé, Malcolm a suivi les instructions et a pris Ivy en otage. Tonka a également saisi le CEST, et ils sont arrivés sur le pont, piégeant Lars et les autres derrière une porte. Juste à ce moment-là, Alysa, qui était sortie, est arrivée à temps et a demandé à Tonka et Malcolm de libérer tout le monde. Lars a poussé la porte contrôlée et a communiqué par télépathie avec Alysa pour détourner l'attention de Tonka. Alors que le soleil était sur le point de se lever, Malcolm a contrôlé les nuages pour bloquer le soleil. Désespérée, Alysa a avoué posséder l'étincelle magique, demandant à Tonka de libérer la comtesse. Elle a proposé de remplacer la comtesse en tant qu'otage. En entendant parler de l'étincelle, la comtesse a immédiatement réalisé qu'Alysa ne devait pas tomber entre les mains de Dracula. Elle avait promis à la mère d'Alysa de protéger l'étincelle à tout prix. La comtesse ordonna à Lars d'emmener Alysa, puis saisit le sang humain des mains de Tonka et le jeta dans la mer. Voyant cela, Malcolm sauta dans l'eau. Une fois qu'il quitta le pont, la lumière du soleil perça les nuages. Tonka dut se cacher dans l'ombre. Le CST vit la lumière du soleil et s'effondra immédiatement faiblement. Avec la puissance du Rubiboff, Alysa se tenait au soleil, regardant le CEST périr. Elle se jeta avec colère sur Tonka, la traînant dans la lumière du soleil. De cette façon, Batwoman fut réduite en cendres, mettant fin à sa vie de chauve-souris. Elle avait volé le rubis rouge et la bague, qu'elle avait d'abord avalé, et ils tombèrent au sol. Alysa les ramassa et les apporta au fils de la comtesse. Elle serra le petit garçon en deuil dans ses bras alors qu'une atmosphère triste enveloppait le navire. Ensuite, le groupe repêcha Malcolm hors de l'eau. Les vampires ne savent pas nager, alors ils ont facilement enfermé Malcolm en prison. Selon la loi, le garçon ferait face au soleil et recevrait le jugement de mort. Pendant ce temps, Ivy récupéra finalement le rubis de lion, transformant l'héritier du clan Lyanna en sa forme originale. À ce moment-là, Lars appela Alysa, exprimant ses inquiétudes concernant les mises en garde laissées par sa mère et espérant qu'Alysa pourrait lui faire confiance, contrairement aux autres membres du clan Dra. Alysa prit la main de Lars et décida de lui faire confiance. De plus, Lars avait autre chose à dire. Il s'était inquiété pour Alysa, alors il utilisa la télépathie pour apprendre que les Masques Rouges se préparaient à une attaque. En se tournant vers les chasseurs de vampires, l'informateur de Calvina rapportait les événements récents. Il semblait y avoir des luttes intestines parmi les vampires à bord, avec 2 membres disparaissant dans les airs,
y compris une fille humaine qui pouvait se tenir debout au soleil. Calvina pensa immédiatement à Lisa, la fille insaisissable et méfiante. La scène se déplaça de nouveau sur le navire. Tout le monde alla rendre visite à Malcolm. Alisa était prête à le laisser s'en tirer, mais Malcolm devait aider à apprendre à tout le monde comment contrôler la météo. Les héritiers devaient apprendre rapidement à devenir plus forts et à s'unir contre les masques rouges. À mi-chemin de la leçon, le directeur revint de sa sortie. Lars avertit tout le monde de ne pas mentionner la trahison de Malcolm et de garder les masques rouges secrets pour empêcher le directeur de lancer une guerre à grande échelle contre les humains. Le garçon aux yeux bleus et Alisa étaient chargés d'informer tout le monde de la mort de la comtesse. Le garçon s'accrocha à son père en deuil, tandis que le directeur pleurait silencieusement dans l'ombre. Calvina avait vu Alisa, confirmant ses soupçons. Soudain, des murmures se firent entendre derrière elle. Dracula apparut dans l'ombre, remarquant qu'il n'était pas le seul à en vouloir à la vampire. Les pupilles jaune-vert de Dracula brillèrent, envoûtant la chasseuse de vampires Calvina. Elle garda les événements d'aujourd'hui pour elle, ne révélant pas la véritable identité d'Alisa à son fils, Niku. Cependant, Alisa s'approcha elle-même de Niku, lui proposant d'assister à un autre rassemblement des masques rouges pour comprendre les plans de l'ennemi. Lars suivit secrètement Alisa pour coordonner ses actions. Pendant ce temps, les héritiers étaient en classe, la leçon d'aujourd'hui étant enseignée par l'héritier du clan Lyanna, dont la capacité était de se transformer en n'importe quelle forme animale. Alors que tout le monde était concentré, Hendrik se précipita, l'air paniqué. Il rapporta que tous les chefs de clan étaient de retour. L'expression d'Ivy changea, rappelant à tout le monde de tenir sa promesse envers Alisa et de cacher temporairement les informations sur l'attaque prévue des masques rouges dès le retour du père de Lars. Il rendit visite au directeur, accablé de chagrin par la mort de sa femme. L'homme ne pouvait que s'asseoir et marmonner ses derniers mots sur la force et le courage. Le chef rassembla immédiatement tous les héritiers pour découvrir ce qui s'était passé et où Lars était allé. Il utilisa même la télépathie pour sonder, mais comme les héritiers avaient appris à bloquer de telles techniques, ils ne pouvaient pas vraiment nuire aux enfants ni extraire pleinement des informations. Les héritiers gardèrent leurs lèvres scellées. De l'autre côté, Alisa arriva à la base où les gens s'entraînaient toute la nuit. En utilisant la télépathie, elle communiqua avec Lars, lui demandant de se faufiler et de recueillir des informations utiles. Lars se glissa dans la pièce et se tint à côté d'une carte détaillant les plans opérationnels du masque rouge. Juste à ce moment-là, deux hommes entrèrent. Lars se cacha rapidement dans un coin sombre, pendant que les hommes se plaignaient du retard de Calvina à un moment critique. Cependant, la vérité était que Calvina était avec Dracula et un personnage inattendu, le professeur d'école de vampires, qui s'est également avéré être un espion pour Dracula. Il informa son maître que tous les chefs de clan et les rubis étaient sur le navire. De retour sur les lieux, des étincelles vacillèrent soudainement dans les mains d'Alisa, et sa conscience arriva à la scène où Dracula affichait son contrôle sur les masques rouges, avec Calvina à ses côtés. Réalisant que Calvina était sous contrôle, Alisa revint à la réalité, prit Niku par la main et le conduisit dans une vision. Niku vit sa mère, enchantée par Dracula, et était sur le point de crier de détresse quand ils revinrent soudainement à la réalité. C'est alors que Niku apprit la véritable identité d'Alisa. Les masques rouges les encerclèrent rapidement, mais Alisa, sans perdre de mots, demanda l'aide de Niku pour arrêter Calvina. Elle lui assura qu'elle s'occuperait des vampires avant qu'elle et Lars ne s'enfuient rapidement. À leur retour rapide au navire, les chefs de clan les confrontèrent immédiatement. Alisa expliqua que Dracula était là, ayant pris le contrôle du chef des masques rouges dans le but de voler tous les rubis. Alisa a mentionné qu'elle avait un plan, mais les dirigeants hésitaient à s'impliquer avec les enfants. Heureusement, le directeur a compris le courage de ses enfants et a décidé de faire confiance à Alisa. Pendant ce temps, Calvina était devenu un vampire de l'ombre, repoussant Niku, qui a essayé de l'arrêter, et a conduit les masques rouges à infiltrer le navire. Cependant, le navire était vide et les vampires étaient introuvables. Alors que les masques rouges se rassemblaient sur le pont, perplexes, la voix de Lars retentit, révélant que les étudiants de l'Empire Vamp étaient sur le mât. Ils se sont précipités et ont encerclé la foule, tandis que les anciens se cachaient sous le pont en agrippant des cordes. Les masques rouges, menaçant avec des croix en bois, ont vite réalisé que leur chef, Calvina, était également un vampire et ont sauté dans la mer pour s'échapper. La foule a capturé Calvina, mais un membre des masques rouges est resté derrière, retirant son masque pour révéler qu'il était Niku. Déconcerté par la transformation de sa mère en vampire et se sentant trompé par Alisa, un Niku découragé a quitté le navire. Les héritiers furent soulagés d'avoir repoussé les masques rouges et sauvé les anciens. Ils mirent officiellement les voiles, prévoyant de quitter l'Italie. Dracula observa le navire depuis l'ombre, murmurant que ce n'était que le début. Il était déterminé à sauver sa bien-aimée Elisabetta et jura de collecter tous les rubis et de transformer l'humanité en une armée de marionnettes à échanger avec les démons contre le retour d'Elisabetta. Pendant ce temps,
Lars s'approcha d'Alisa, et les deux jeunes gens, partageant une compréhension mutuelle, se réconfortèrent sur le pont. Quels que soient les dangers futurs, ils étaient confiants pour les affronter ensemble. Dans la scène suivante, Alisa et ses compagnons ont quitté l'Italie, mettant le cap sur l'Angleterre pour rendre visite au clan des vampires Vades et poursuivre ses études sur les vampires.